Bonjour, moi c'est Elsa et aujourd'hui je viens vous parler d'un grand classique. Proposer la bonne action au bon utilisateur au bon moment. Je crois qu'on a tous déjà un peu travaillé sur ce sujet, mais concrètement, qui sait vraiment comment s'y prendre? Eh bien, ça y est, c'est aujourd'hui. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez enfin avoir la réponse définitive à cette épineuse question. Non, blague à part, aujourd'hui, je ne vais pas venir vous parler d'un framework théorique. Je voulais plutôt vous raconter une petite expérience qu'on a menée chez nous, chez Bankin. Et si elle n'a pas tout changé, elle a quand même bien contribué à faire bouger les lignes. Alors, peut-être qu'elle vous inspirera aussi. Mais pour que vous compreniez un peu de quoi je parle, qui est Bankin? Qu'est-ce qu'on fait? On est une appli française de gestion des finances personnelles. Donc concrètement, ça veut dire que notre mission, c'est d'aider les Français à mieux gérer leur argent et surtout à faire des économies. Et un petit détail qui a son importance pour la suite de la présentation, notre modèle économique n'est pas basé sur la souscription. Non, l'app est gratuite. On fonctionne plutôt comme un coach. Notre rôle, c'est donc d'identifier des opportunités pour l'utilisateur de faire des économies. Et si l'utilisateur prend nos suggestions, alors on est rémunéré. Et ces opportunités de faire des économies, il y en a plein. Donc on peut changer de fournisseur d'énergie pour payer moins cher, on peut renégocier son crédit immobilier ou optimiser son assurance emprunteur, on peut aussi collecter du cashback ou changer de banque pour éviter les frais bancaires inutiles, ouvrir une assurance vie plus performante que celle qu'on a déjà, ou même tout simplement se fixer un budget resto pour éviter d'exploser le compteur. Alors, la bonne nouvelle, ça fait pas mal de leviers. La mauvaise nouvelle, c'est que ça commence à ressembler à une to-do list un peu indigeste pour notre utilisateur, qui vous donne plutôt envie de refermer l'app que de vous mettre en mouvement. Et c'est là que tout commence. Parce que ces actions, oui, elles sont vraiment utiles, elles vont vraiment vous faire des économies. Mais concrètement, elles prennent du temps, elles sont un peu engageantes, c'est de l'admin, ça peut faire peur. Bref, notre utilisateur, il est vite paralysé. Et on le comprend. Il y a ce paradigme qui s'appelle le choice overload. En gros, plus on propose d'actions et moins on a d'actions. Et globalement, ça marche aussi bien pour les produits financiers que pour les pots de confiture. Il y avait par exemple cette étude assez connue qui a été faite dans un supermarché en Californie, et elle montrait que les consommateurs qui avaient eu le choix entre 24 sortes de confitures différentes avaient acheté moins de confitures que ceux qui avaient un choix plus réduit de seulement 6 produits. Donc plus il y a de choix, moins il y a de passage à l'action. Et si on voit que ça peut déjà freiner quelqu'un sur une action assez simple, comme choisir une confiture, on ne peut que imaginer ce que ça peut faire quand il s'agit d'ouvrir un compte bancaire ou renégocier une assurance. Donc, pour en revenir à Bankin, on s'est dit, OK, notre mission, c'est d'aider nos utilisateurs à faire des économies. Pour faire des économies, il faut passer à l'action. Mais pour qu'ils passent à l'action, il faut qu'on leur parle uniquement des 2 ou 3 actions qui sont très pertinentes pour eux. Et tout le reste, on le masque ou on le met vraiment en arrière-plan. Alors, dit comme ça paraît très logique, mais en vrai, ça peut faire peur. Surtout côté business, parce que ça veut dire qu'on va montrer moins de produits, mais les produits, c'est des lignes de revenus. Donc ça veut dire que potentiellement, si on ne montre pas les bonnes choses, on va faire moins de revenus. Ça nous faisait un peu peur, mais on s'est lancé quand même. Alors, entre l'épargne, le crédit, l'investissement, je vous ai montré toutes les actions, on a environ une quinzaine d'actions qu'on peut proposer à chaque utilisateur. Comment choisir le top 2 ou 3? C'est un peu la clé. On met en place pour cela un score. Et notre score, on va le baser sur 3 grandes sources de données. La première, c'est les objectifs que déclare l'utilisateur. Hyper basique. On a ajouté une question dans l'onboarding. On demande à l'utilisateur « Qu'est-ce que tu viens faire là? Quels sont tes objectifs? Pourquoi est-ce que tu as téléchargé Bankin ?» Super simple, mais chez nous, ça n'existait pas encore. C'était donc le moment de le mettre en place. La deuxième source de données, c'est son comportement dans l'app.
Parce que si quelqu'un nous dit « je viens juste pour suivre mon budget », mais qui consulte en boucle nos offres cashback, ça nous intéresse. Et de manière générale, c'est grâce à ce point qu'on peut aussi avoir un score dynamique. Donc, pour chaque produit, on met en place des niveaux qui sont basés sur ce que l'utilisateur va faire dans l'application. Par exemple, pour l'ouverture d'une assurance vie, niveau 1, j'ai lu 2 articles sur l'épargne. Niveau 2, j'ai rempli mon profil investisseur. Niveau 3, j'ai un objectif d'épargne et je le consulte et je l'atteins régulièrement, etc. pour chaque produit. Et enfin, la troisième source, c'est celle qu'on a appelée simplement notre opinion de coach. Parce qu'on sait qu'il y a des actions qui sont beaucoup plus impactantes pour nos finances perso que d'autres. Par exemple, si j'arrive à renégocier mon prêt immobilier, je vais peut-être gagner des milliers d'euros sur une année. Si je fais du cashback régulièrement, allez, des dizaines d'euros. Donc il fallait prendre en compte le fait que toutes les actions ne sont pas égales. On pondère donc selon le potentiel de gain. On a donc nos 3 dimensions, on les combine, on applique quelques corrections assez simples et ça nous sort un score unique. Et ce score, on va s'en servir pour personnaliser partout. On a d'abord commencé avec le CRM des 30 premiers jours de vie. Ensuite, on s'est lancé dans l'onboarding in-app. Plus récemment, on a mis en place un feed personnalisé dans l'app qui est en fonction du score et on a même osé lui donner un onglet dédié dans l'application. On va aussi utiliser le score pour sélectionner les meilleurs articles pour un utilisateur ou les meilleurs outils de budget qu'on veut mettre en avant sur la home. Et de plus en plus, on s'en sert aussi pour nos campagnes CRM. Alors, les résultats. Globalement, les résultats sont arrivés assez vite. Sur notre premier touchpoint, qui était donc le CRM du premier mois de vie de l'utilisateur, on a constaté une rétention supérieure de 10 points pour les utilisateurs, non de 10%, pardon, de 10%, c'est un peu moins que 10 points, pour les utilisateurs qui avaient été exposés au contenu personnalisé versus le contrôle groupe. On a fait des pushs sur nos revenus CRM, on était à plus 12% en revenus. Sur ce fameux newsfeed personnalisé, on était à plus 65% en engagement ou x2 en fréquence de visite. Et on a aussi demandé à nos utilisateurs quelle version vous préférez. Et globalement, sur tous nos questionnaires, en général, à 80%, ils préfèrent la version personnalisée. Donc oui, pour nous, ça a marché assez vite. Et ça nous a donné envie d'aller plus loin, évidemment. Mais vous vous en doutez, tout n'était pas si simple. Et de nouveaux défis sont vite arrivés. Donc, je vais vous en détailler 3. Le premier, c'était un enjeu de process. Donc, c'est cool, on a ce score, il marche bien. Comment l'intégrer avec tous nos outils existants? Parce qu'en vrai, on faisait déjà un peu de personnalisation. On avait notamment de la personnalisation dans nos outils CRM, dans nos ciblages. Il y avait déjà pas mal de règles en place. Donc, ce score doit-il tout remplacer? Et sinon, comment on fait pour gérer les conflits entre différentes briques de personnalisation? Bon. Je vous avoue, ce sujet il est encore un peu en suspens chez Bankin. Ensuite, on a un enjeu d'erreur. Parce que oui, on peut se tromper. Par exemple, on pourrait vous recommander de changer d'opérateur de téléphone parce que votre facture semble élevée, mais en fait, il y a les lignes de vos 2 enfants sur la même facture. Donc, ce n'est pas idéal. Et des cas particuliers comme ça, il y en a plein. Mais si, en plus, à cause de notre personnalisation, on commence à vous parler de factures de téléphone, tout le temps, partout, dans l'app, hors de l'app, pendant plusieurs semaines, là, c'est carrément un fail. Donc, il faut absolument qu'on donne à l'utilisateur une espèce de feedback loop, une manière pour lui de nous dire que l'action ne lui parle pas, ou bien, dans le meilleur des cas, qu'il a déjà fait l'action, et que nous, on puisse enrichir son score continuellement. Et le troisième, c'est un enjeu de contenu. Donc, étant donné qu'on décide de se concentrer sur seulement 2 ou 3 messages clés par utilisateur, et si on veut garder le même niveau de contact avec l'utilisateur, il va nous falloir beaucoup plus de contenu pour maintenir ça. En vrai, ça, c'est un sujet à part entière, et c'est un sujet sur lequel l'IA nous aide beaucoup, évidemment. Et je vous en parle surtout parce que je voulais absolument caser le mot IA pour être sûre d'être dans le thème de la conférence. Et là, il ne me reste plus que 2 slides, donc j'avais plus trop le choix. Donc pour finir, moi je voulais vous partager 3 choses que j'ai apprises
durant cette expérience et qui peut-être pourraient s'appliquer chez vous. Alors, la première, c'est d'oser poser des questions directes. Au début, on voulait tout automatiser, on voulait tout déduire. Mais en fait, on a réalisé que poser des questions directes à l'utilisateur, c'est simple, mais parfois, ça marche très bien et ça suffit. Et de manière générale, je dirais qu'on a passé plus de temps à supprimer des critères dans notre score qu'à en ajouter. Et c'est ça qui a parfois été compliqué. Des dizaines et des dizaines de réunions pour supprimer des critères dans le score. Simplifier, ça prend du temps. La deuxième chose que moi j'ai apprise, c'est penser à exploiter les signaux faibles. Nous, peut-être comme vous, on a un vrai enjeu de cross-sell. Donc, certes, si l'utilisateur nous dit « je suis là uniquement pour gérer mon budget », on va prendre ça en compte. Mais en vrai, c'est aussi notre mission de lui faire découvrir d'autres manières de faire des économies. Et puis, parallèlement, ce n'est pas parce qu'un utilisateur nous dit qu'il n'est pas intéressé par un sujet qu'il ne l'est pas. On ne peut pas juste prendre en compte ce qu'il dit. On doit évidemment prendre en compte ce qu'il fait dans l'application, ses actions. Et plus globalement, on ne voulait pas se limiter à un simple funnel de conversion, parce qu'on sait qu'entre lire un article sur l'épargne, par exemple, et ouvrir une assurance vie, il peut y avoir très peu de temps ou beaucoup de temps. Et dans l'appli, il peut y avoir beaucoup d'actions que nous, on va pouvoir traquer, ou très peu d'actions. En vrai, ça dépend complètement des utilisateurs. Alors, cette histoire de signaux faibles, c'est un peu ça qui nous a permis de faire le lien entre les actions qui engagent et celles qui convertissent. Et plus généralement, d'ajuster la perspective produit avec la perspective business. Et Amandine nous a donné ce conseil ce matin, mais pour nous, c'était une très bonne manière aussi de montrer qu'on comprend très bien le business et on pense qu'on peut impacter sur les plus gros leviers directement. Et c'est ça aussi le rôle du produit. Et le dernier truc que j'ai appris, c'est de décliner le message sur un maximum de touchpoints. Parce qu'un message personnalisé, c'est bien, mais en vrai, en 2025, vous n'allez pas être les seuls. Mais quand tous les canaux disent vraiment la même chose, c'est là que ça devient puissant. Et je crois que pour créer un effet waouh, il ne faut pas seulement une bonne recommandation, mais il faut aussi une expérience très cohérente. En tout cas, moi, ce que je retiens surtout, c'est que oui, on peut faire de la personnalisation sans sacrifier l'impact business, ni l'expérience utilisateur, mais pour ça, il faut oser renoncer à tout montrer, il faut oser simplifier, même si parfois c'est contre-intuitif quand même. Alors voilà, ce n'était pas une formule magique, mais j'espère que certaines idées vous seront utiles pour vos propres produits. Et si vous avez des questions, je suis disponible pendant le reste de la journée. Merci.